À toutes et à tous, je m'adresse à vous en ce jour de Toussaint. Toussaint, c'est le jour où l'Église catholique rend hommage à tous les saints. Et c'est aussi quelque chose qui perdure aujourd'hui, malgré que seulement 3% des gens se rendent régulièrement à la messe de l'Église catholique dans notre pays. C'est quelque chose qui perdure sous forme d'un jour férié. Alors, ce que est très important et qui exige une réflexion, c'est que le saint, c'est l'idéal occidental. C'est quelque chose que chacun porte en soi et qui doit s'exprimer pour le meilleur autant que chacun le peut. Le sage, je dirais, c'est l'expression de le meilleur que l'on puisse porter en Asie, en particulier en Chine. Donc la grande question aujourd'hui, dans le contexte de la réunion des BRICS qui vient de se tenir à Kazan, en Russie, dans le Tatarstan russe, du 22 au 24 octobre, c'est de se dire, est-ce que le saint occidental et le sage oriental peuvent s'entendre? Est-ce qu'il y a quelque chose, par-delà ces deux éléments de référence qu'on trouve dans nos cultures, qui puissent faire que nous ouvrions pour un monde meilleur, un monde de paix par le développement mutuel, une nouvelle architecture de justice. C'est tout le défi de Kazan, et c'est tout le défi, par-delà telle ou telle analyse sur des détails ou des éléments relativement secondaires, c'est le défi principal. Sommes-nous capables d'assurer la paix dans le monde en portant chacun une part du saint et une part du sage? C'est-à-dire en nous élevant au-dessus des circonstances et en étant capables de répondre aux défis de l'histoire. Kazan. Marianne, par exemple, dans la presse occidentale, et c'est pas l'une des publications qui fasse les pires analyses, nous dit c'est un sommet qui affole l'Occident. Il affole l'Occident parce que tout à coup apparaît quelque chose dans le monde qui ne vient pas du domaine de l'Occident. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis des centaines d'années. C'est les fondateurs, les 4 pays fondateurs d'origine, Brésil, Russie, Inde, Chine, plus l'Afrique du Sud, qui s'est joint à eux 4. Et maintenant, les autres pays qui se sont joints à cela, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Égypte. Donc, on en est à 9 pays des BRICS. Mais évidemment, à Kazan, on a vu 13 autres pays admis en partenariat, plus l'Arabie saoudite, qui n'est pas formellement membre, mais qui réalise des contrats en yuan en dehors du dollar. Donc, qu'est-ce que cela fait? C'est 57% des habitants du monde. Et c'est bien plus que le G7, les pays dits industrialisés, les pays occidentaux plus le Japon. C'est bien plus en termes de parité de pouvoir d'achat. Donc, c'est ce qui, dans le monde, est ce que l'on appelle désormais la majorité mondiale. Donc voilà une majorité mondiale qui s'exprime en dehors du cadre habituel occidental. Cela ne veut pas dire qu'elle est anti-occidentale, cela veut dire qu'elle est non-occidentale. Car les BRICS sont un groupe de pays qui n'est pas homogène, qui n'est pas monolithique, mais c'est un groupe de pays qui réclame un certain nombre de choses que le système actuel, dominé par les pays occidentaux, ne leur a pas donné. C'est le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance. C'est le principe de souveraineté nationale qui en découle. C'est le retour à un système dans lequel le dollar ne sera plus une arme de guerre, mais où chaque monnaie pourra jouer son rôle dans des échanges. Et c'est enfin sortir d'un cycle de guerre permanent auquel nous sommes plongés. C'est aboutir à une paix par un développement mutuel.
avec des pays très différents, qui ont peut-être entre eux des éléments qui les opposent dans une certaine mesure sur d'autres questions. Mais sur la question fondamentale, ce que je viens de dire réalise une union. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et que cette union, j'insiste encore, est dans un cadre, à Kazan en particulier, qui n'est pas le cadre de l'Europe occidentale ou des États-Unis d'Amérique. La question principale qui apparaît pour les Occidentaux, c'est de dire « Oh, mais Poutine n'est pas isolé. » Poutine n'a jamais été isolé. La vérité, c'est que la Chine en particulier, avec la Russie, représente un espoir pour ces pays à qui l'Occident n'a pas donné les éléments qui leur permettent d'assurer un avenir juste et, disons, correspondant à leurs orientations. L'Occident a organisé un système d'endettement qui tient ces pays par la dette, et pour beaucoup d'entre eux, ceux de ce fameux Sud global, doivent payer en monnaie nationale 4 fois ce qui leur a été prêté. Donc c'est un véritable système de gangsters ou de véritables assassins financiers, comme le dit John Perkins, qui est un auteur américain d'ailleurs, qui permettent d'assurer que ce système tienne. Mais ils n'en veulent plus. Ces pays de la majorité mondiale, ces pays du Sud global, ne veulent plus de ce système. Alors ce qui montre l'importance, c'est pas le fait que Poutine ne soit pas isolé, ça on le savait, mais c'est que Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, ait été présent. Donc, cela donne, disons, un élément montrant que le monde est là, et c'est le monde des Nations Unies, issu de la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi que Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, était présent, qui est aussi membre de l'OTAN. Donc voilà que ces BRICS, qu'on présente comme les adversaires, les ennemis, reçoivent quelqu'un, la Turquie, d'un pays qui est membre de l'OTAN. Donc cela dépasse les analyses que l'on peut voir habituellement. C'est un mouvement beaucoup plus profond et beaucoup plus important. J'ai ici devant mes yeux le document qui a été émis à l'issue de cette réunion. Il s'agit, nous dit ce document, de renforcer le multilatéralisme pour un ordre mondial plus démocratique, avec un rôle de participation, le mot de participation est prononcé, de tous les éléments d'une société, y compris en particulier, et on s'en moque en Occident en disant que ces pays sont des pays misogynes ou Dieu sait quoi, mais en particulier le rôle des femmes, et on souligne le rôle des femmes. Donc, quelle que soit l'intention, l'Occident voit toujours partout de mauvaises intentions quand ce n'est pas ses propres pensées, le rôle des femmes y est compris, on y insiste à plusieurs reprises. Il y a la proposition d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, en faisant en sorte que qu'un représentant des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, un représentant d'Asie, y soit admis. On pense à l'Inde, on pense au Brésil, on pense à des pays importants, on peut penser à l'Indonésie. Donc, il y a cette exigence qui est présente. Arrêter les sanctions illégales qui ne correspondent pas à la Charte des Nations Unies. Et ça, ce n'est pas seulement les sanctions illégales contre la Russie, c'est les sanctions illégales contre la Syrie ou contre les tarifs ultra-protecteurs contre la Chine. C'est la question de l'eau qui déterminera la paix dans le futur. Comment on pourra faire en sorte que cette question de l'eau devienne déterminante et devienne une ressource partagée? Et puis, c'est de façon très claire une déclaration concernant le Proche et Moyen-Orient. Les BRICS réclament un cessez-le-feu immédiat et la libération de tous les otages ainsi que des prisonniers de guerre palestiniens faits par les Israéliens et un retour aux frontières de 1967 avec
Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien qui doit être immédiatement reconnu. Donc, ça fait quand même un certain nombre de points communs dans les 40 et quelques premiers points. Et on demande aussi, ce qui est important, puisque nous-mêmes, nous avons pensé qu'une solution peut être trouvée en Afghanistan à condition d'établir des conditions, à condition d'établir les moyens qui permettent à ce pays de se développer, apporter la paix par le développement. Eh bien, le texte souligne la nécessité de donner une aide humanitaire urgente et ininterrompue au peuple afghan et de garantir les droits, bien entendu, de tous les Afghans, y compris les femmes. Donc, il y a là une série de points, je le souligne encore, sur lesquels on se prononce. Il se prononce aussi sur une dette indue pour de nombreux pays, dont je vous parlais au départ. Ils disent qu'il y a un problème de la dette qui doit être traité de façon juste. Et le rôle de la nouvelle banque de développement des BRICS est reconnu et doit s'étendre. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit en Occident, elle ne présente que 5 milliards de dollars d'investissement, alors que la Banque mondiale, c'est 78 milliards. C'est vrai, mais on souligne le potentiel de cette nouvelle banque de développement, alors que ce que fait la Banque mondiale, c'est qu'elle finance des choses qui sont dans le contexte du Fonds monétaire international, c'est-à-dire en contexte d'un système de dette. Là apparaît quelque chose de nouveau, avec Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, qui dirige cette nouvelle banque de développement des BRICS. C'est la banque, le mécanisme de coopération entre pays des BRICS, qu'on appelle l'ICM en anglais. C'est les bénéfices d'un système de paiement meilleur, plus sûr, et qui permettent à ces pays d'opérer entre eux. C'est un système d'initiative de paiement transfrontière. C'est l'arrangement contingent de réserves, c'est-à-dire les BRICS ont un certain nombre de réserves pour assister ceux qui se trouveraient démunis dans les échanges internationaux. Alors, il y a un processus aussi de digitalisation qu'on encourage entre pays des BRICS. On parle même d'éléments d'échange entre eux à travers une monnaie digitale, propre à eux. En réalité, certains vous diront, aucune des questions fondamentales n'a été traitée, ce sont des intentions. C'est vrai, ce sont des intentions, mais qui vont très loin, ce que je vous ai déjà dit. Plus l'article 67 qui dit très clairement nous confions au ministre des Finances et au gouverneur de banque centrale des pays membres des BRICS de considérer la question d'opérations en monnaie nationale, les instruments de paiement et les plateformes et nous faire rapport afin que les discussions se continuent sur ce plan. Alors, il faut bien voir que c'est une dynamique. Certains attendaient une monnaie nouvelle, une monnaie des BRICS. Ce n'est pas possible. Le système dollar est encore trop puissant. Les échanges mondiaux sont en majorité effectués en dollars. Mais c'est quelque chose qui apparaît de différent. Et c'est politiquement que ça s'organise, en dehors des pays occidentaux. Et c'est cela qu'il faut bien voir. Alors, certains vous diront, oui, mais un système dédollarisé, comme dirait Jacques Sapir, c'est pour 2030. D'autres vous diront, mais ce que Paulo Nogueira Batista, le Brésilien, avait envisagé, c'est-à-dire des échanges en monnaie nationale, un système de paiement nouveau et une monnaie de réserve propre aux BRICS, mais ça n'a pas été adopté. Ça ne pouvait pas l'être dans les circonstances actuelles. Mais c'est au programme des discussions, et c'est cela qui est très important, cette dynamique en cours. Alors, ce qu'il y a aussi d'essentiel, c'est que Poutine a proposé 4 plateformes pour les BRICS. 4 plateformes avec une réflexion autour de ces plateformes. Ce que souligne Serge Glaziev, qui lui-même est avec le Chinois Li Hui, quelqu'un qui est engagé dans la réflexion sur une monnaie de réserve pour les BRICS. Alors ce que dit Poutine, qui trouve 4 angles pour permettre à la dynamique de se développer, c'est une plateforme sur les investissements pour financer les pays du Sud et de l'Est dans le monde,
C'est une plateforme pour les échanges de céréales, pour les échanges qui doivent s'étendre à l'ensemble des pays des produits agricoles et à l'ensemble même des matières premières, pour assurer une juste sécurité d'approvisionnement entre pays. C'est en aboutir à un système qui se généralise. C'est la troisième infrastructure. Et la quatrième, c'est une plateforme pour les métaux précieux et les diamants. Donc, on trouve là tout un système qui se développe. Et il faut le voir de cette façon. Il faut le voir comme une sorte de processus qui brise avec la règle du jeu du système occidental basé sur des règles qui ont été fixées par le système occidental lui-même et qui s'avèrent contraires à l'intérêt des pays membres des BRICS. Alors les pays membres des BRICS ne sont pas en train de demander une rupture. Poutine lui-même ne le fait pas. Poutine lui-même dit nous sommes prêts à accepter d'autres pays pour qu'ils se joignent à nous, y compris des pays que nous ne considérons pas comme des pays alliés ou amis. Donc il faut créer un nouvel ensemble, une nouvelle logique. Et je pense qu'il y a un certain nombre de preuves que ça marche. C'est que cette contrainte ou cette coïncidence des opposés marche. Des principes des pays qui paraissent opposés à un certain niveau se retrouvent dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle initiative qui est celle des BRICS. C'est l'accord entre la Chine et l'Inde sur les frontières. C'est tout à fait nouveau. On se bat sur la frontière sino-indienne depuis les années 60 du siècle passé. Eh bien là, on arrive à une entente et Xi Jinping a rencontré Modi à Kazan pour réfléchir sur la façon dont elle s'organiserait. C'est la présence, alors très importante, du ministre des Affaires étrangères indien à la réunion qui s'est tenue à Islamabad, au Pakistan, de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est tout à fait nouveau parce que c'est la première fois en 10 ans qu'un ministre indien des Affaires étrangères va au Pakistan. Et il semble que c'est d'abord ainsi, c'est l'avis de Jai Shankar, ce ministre-là, Jai Shankar Brahmaniaman, qui lui-même est l'homme qui a toujours réfléchi à cette possibilité d'une entente sur une base économique, même si des différents politiques substituent. Et c'est enfin le projet financé par la Chine de créer un train à grande vitesse au Vietnam. Or, la Chine et le Vietnam, traditionnellement, n'étaient pas dans un état de coopération, puisqu'on sait qu'ils se sont affrontés de façon particulièrement sanglante au cours de guerres il n'y a pas si longtemps, c'est une cinquantaine d'années. Donc là, ces 3 points montrent vraiment qu'on avance dans une direction qui est positive et qui correspond à l'intérêt mutuel de ces pays. Plus important encore, je pense, ou tout aussi important, c'est que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis commencent à passer des accords pétrole contre yuan. Alors ça veut dire sortir du système des pétrodollars. Cette sortie sera progressive, mais elle a lieu. On sort du système pétrodollars, qui était le système qui assurait que l'Arabie saoudite et les autres producteurs de pétrole vendaient leur pétrole en dollars, recevaient les dollars, plaçaient les dollars aux États-Unis, dans le système américain, dans le système de Wall Street, dans le système financier américain, et en échange, les États-Unis assuraient leur protection politique et militaire. Eh bien, cela change. Et cette base, qui est une des bases d'opération du système financier mondial, est en train de s'effriter et même de s'effondrer. Donc on passe à autre chose, quelque chose de complètement différent. Et, je dirais encore, en termes d'opération sur les marchés des matières premières, de plus en plus on assiste à ces échanges entre États. Alors, si ce système doit se poursuivre, il faudra à un certain moment, et c'est le fameux article 67 qui engage la réflexion, l'article 67 de la déclaration des BRICS, c'est la question du système
alternatifs de paiement mondiaux, et c'est la question de la monnaie de réserve. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système soit mis en place. Alors, pour l'instant, Elvira Nabiullina, qui est la gouverneure de la Banque centrale de Russie, a dit « ce n'est pas encore immédiatement au programme ». Mais Serge Glaziev, lui, qui est chargé des affaires eurasiatiques, porte et pousse ce projet. Donc c'est en cours, mais ça ne sera pas fait tout de suite. Alors Jacques Sapir, je répète, vous dira 2030. Ça ira beaucoup plus vite, je suis absolument convaincu, vu la situation internationale. Parce que tous ces commentaires qu'on voit, même de gens qui ont de bonnes intentions en France, ils le voient comme des commentateurs. Ils ne le voient pas comme des gens qui analysent un processus en cours. Et ils ne voient pas non plus le rôle que la France peut jouer dans ce processus. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on ne peut pas penser un processus, une dynamique, comme un commentateur qui a des éléments de jugement relativement fixes. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans ces réunions des BRICS, la dynamique. Alors, on voit dans les initiatives de paix, c'est quand même la première fois en Europe que des initiatives de paix qui ont un sens sont faites par des non-européens. Qui? Les Hui, les Chinois, et les Brésiliens, Lula. Li Hui, qui est en même temps celui qui, avec Serge Glaziev, réfléchit sur une nouvelle monnaie de réserve, a fait le voyage plusieurs fois entre Moscou et Kiev pour proposer un plan de paix. Et c'est à ce plan de paix que la France devrait adhérer. Elle aurait même dû le proposer avant les autres. Mais nous sommes tout à fait sous contrôle de ce système anglo-américain financier qui exerce à notre encontre un chantage auquel le président de la République se soumet très volontiers, puisque c'est le soutien de ce système qu'il a engendré. Alors, j'ajouterai que la réflexion sur cette nouvelle monnaie de réserve, elle est en cours. Elle est en cours, et que quelqu'un comme Paulo Freire Batista, qui a été quand même un des directeurs généraux du FMI pour le compte du Brésil, et qui en même temps, depuis, a été vice-président de la nouvelle banque de développement des BRICS. Ce que dit Paulo Freire Batista, c'est qu'il faut faire des échanges en monnaie nationale. Ça, c'est fait. Les BRICS le feront. Ensuite, il faut ce système nouveau de paiement. Les Russes en ont déjà un. Les Chinois aussi. Donc, ça opère. Ça opère pas comme un système unique, mais ça opère. C'est pas parce qu'on a expulsé la Russie du système SWIFT. Les pays occidentaux l'ont exposé et soumis des sanctions. Je vous rappelle, les BRICS disent pas de sanctions. Pas de sanctions d'aucune sorte, sauf celles acceptées légitimement par les Nations Unies. Donc, pas de sanctions. Ça veut dire aussi que les BRICS doivent aboutir à une monnaie de réserve qui ne soit pas quelque chose comme l'euro. Une monnaie de réserve, c'est quelque chose qui permet de régler les déficits et les excédents avec un instrument, puisque les monnaies nationales ne peuvent y suffire, avec un instrument commun qui est fondé sur quelque chose de relativement stable, c'est-à-dire un panier de matières premières avec des métaux, avec éventuellement même de l'or, de l'argent, qui sont un instrument de référence commun dont les prix seront fixés sur des durées longues. C'était ce qu'avait réfléchi en son temps Pierre Mendès France. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de fondamental si cela s'impose dans la réalité. Ça n'avait pas été à l'époque le cas. Alors, est-ce anti-occidental? Encore une fois, non. C'est un système auquel chaque pays pourra trouver son intérêt s'il y participe. Et c'est ce qui est en gestation dans les BRICS. Le fait qu'on n'ait pas abouti tout de suite à ce que certains pensaient. Bon, c'était d'abord rêver, tracer des plans sur la comète. Mais c'est d'autant plus important que ça ouvre, ça intègre et ça crée pour le futur une possibilité de participer à cette dynamique. Et cette dynamique est absolument fondamentale. D'ailleurs, les pays occidentaux, les États-Unis en particulier, ne s'y sont pas trompés. Ils voient immédiatement un immense danger pour leur vision impérialiste et, disons, coloniale selon la tradition britannique. Et aujourd'hui,
ils voient quelque chose d'autre se mettre en place. Et d'autant plus dangereux, je dirais, que c'est progressif et que c'est d'un intérêt mutuel, d'un intérêt commun de ces pays-là. Alors, évidemment, en France, on a parfois du mal à le voir. Pourquoi ? Parce que, hélas, nous sommes trop habitués aux défaites. Nous célébrons Cameroun, nous célébrons quelque part Dien Bien Phu, nous avons eu la défaite pendant la guerre coloniale d'Algérie, et nous sommes dans cette vision de défaite. Eh bien, il faut voir la vision gaulliste qui était différente. C'est une vision d'une France présente dans le monde, qui tient son rang, qui joue son rôle. Et ça, vous verrez dans tous les commentateurs, aucun lien entre cette France-là et les BRICS. Et ce qu'ont fait les BRICS, comment un pays comme la France, si elle veut assurer sa souveraineté nationale, doit s'accorder aux souverainetés nationales d'autres pays, dans un intérêt mutuel, dans une nouvelle architecture financière et monétaire. Alors, elle n'est pas en place, ce n'est pas demain qu'elle se mettra en place, mais après-demain, elle sera bientôt là. Et c'est la dynamique vers après-demain qui compte. C'est les yeux du futur, comme je le disais dans ma propre candidature présidentielle. C'est pas penser qu'on peut revenir au passé, comme certains le pensent à la droite en France, ou dire n'importe quoi, comme certains le disent à gauche. C'est tenir compte de ce qui est juste, de ce qui est bien, et ce qui correspond, je dirais, au bien commun de l'humanité et de son propre pays. Alors, c'est très intéressant de voir que quelqu'un l'a exprimé. C'est Pierre de Gaulle, qui est le petit-fils du général de Gaulle, et qui s'est exprimé 2 fois, d'ailleurs. Il s'était exprimé il y a environ 1 an, auprès de Vladimir Poutine, pour dire que si la Russie était prête à accepter que la France rentre dans le système des BRICS. Et Poutine a dit qu'elle se présente, on verra bien. En gros, voilà, Poutine. Donc, évidemment, cette fois, il le répète, Pierre de Gaulle. Et il le répète le 28 octobre, c'est-à-dire très récemment, à Paris, pour le 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'URSS et la France, dans une réunion qui a eu lieu dans les salons du centre spirituel et culturel russe à Paris. D'ailleurs, on voyait parmi eux les ambassadeurs de différents pays, dont l'ambassadeur de Chine qui était présent. Ce qu'a dit Pierre de Gaulle, c'est la dynamique des pays et des peuples qui veulent s'épanouir et se développer différemment d'un monde binaire dirigé par les puissances anglo-saxonnes est en marche au sein des BRICS et de leur extension. C'est une réalité et une chance pour la France. Oui, la France a toute sa place au sein des BRICS et ce serait une grave erreur que de refuser d'y participer. Et il ajoute, ça fait partie de mon engagement pour la paix. Léon Tolstoï nous enseigne que la paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais une dynamique active de compréhension et de coopération. Alors, cette dynamique en place, certains vous diront, comment ça se joue? On essaye de voir qui et comment s'orientent les choses. Eh bien, je pense qu'un vote aux Nations Unies qui vient d'avoir lieu est très important, en dehors des 3 accords dont je vous ai parlé entre pays membres des BRICS. Le vote aux Nations Unies, c'est le mercredi 30, 2 jours après la déclaration de Pierre de Gaulle, sur le blocus de Cuba, imposé par les États-Unis. Eh bien, le vote a eu lieu et 187 pays contre 2 ont été pour lever le blocus de Cuba. Donc les États-Unis sont eux qui sont en minorité. C'est le gouvernement actuel des États-Unis qui est en minorité. Ce ne sont pas les BRICS. 187 contre 2. Et les 2 qui ont voté pour que le blocus soit maintenu, c'est les États-Unis eux-mêmes et Israël. Et il ne faut pas s'étonner, puisque là, c'est évidemment le bloc des 2 pays qui, avec d'autres pays associés européens, soutiennent cette politique en cours d'un ordre basé sur des règles, et des règles qui sont des règles de domination et de contrôle du reste du monde. On parle de responsabilité de protéger, mais on protège
ses propres intérêts ou les intérêts d'une oligarchie qui domine ses propres pays. Donc, on a là un exemple d'un monde qui est en basculement avec ce vote aux Nations Unies. Et un monde aussi où Israël se trouve tout à fait isolé. Quand Israël dit qu'il faut interdire les opérations de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA, il est pratiquement seul à le dire. Et il peut le faire parce qu'il domine le territoire. Mais comme l'a dit Philippe Lazzarini, qui est le commissaire général des Nations Unies pour les UNWRA, il l'a dit, l'ordre international fondé sur les règles s'effondre si nous répétons les horreurs qui sont conduites à la création de l'ONU, c'est-à-dire que les horreurs qui sont produites dans les années 40, reproduites aujourd'hui par ce que fait Israël à Gaza, et en violation des engagements visant à empêcher qu'ils ne se reproduisent. Donc voilà la situation. Ceci dit, nous sommes dans une période extrêmement grave, et je voulais finir par cela. En Ukraine, c'est le face-à-face entre l'OTAN, qui porte l'Ukraine, et la Russie. L'Ukraine mène une guerre par procuration pour le compte de l'OTAN. Maintenant, plus personne n'en doute. L'OTAN espère endiguer la Russie avec les Ukrainiens qu'elle envoie à la mort. C'est quand même quelque chose d'inouï qu'on présente ça comme un combat pour la démocratie, alors qu'on envoie des Ukrainiens à la mort face à un État qu'on ne veut pas affronter parce que c'est un État qui a le nucléaire et qui est probablement, avec les États-Unis et sans doute un peu plus que les États-Unis, le plus puissant, avec le feu nucléaire le plus puissant. Donc on envoie les Ukrainiens au massacre. Et, évidemment, on ne veut pas sortir du dilemme parce que ce serait avouer que les pays occidentaux ne sont pas capables de gagner une guerre de haute intensité en Europe. Donc c'est pour ça que la situation est grave. Alors, Poutine affirme clairement sa position. Il est prêt à parler à tout le monde, mais à dire que c'est aux conditions sur le terrain. Il ne faut pas commencer à changer les choses selon les intérêts des uns et des autres. Et il ajoute, les frappes profondes ukrainiennes à l'intérieur du territoire russe ne peuvent avoir lieu qu'avec l'intervention des experts de l'OTAN qui disposent des instruments de reconnaissance spatiale nécessaires à l'Ukraine. Ce qui est fait maintenant est fait par l'OTAN. La Russie, si ça continue à avoir lieu, devra utiliser des moyens de rétorsion. Alors, on en est là. Je ne sais pas si en France, on se figure la gravité de la crise. Poutine a dit, oui, je veux un accord de paix, mais sur les conditions du terrain. Donc, il faut savoir les conditions du terrain, c'est un pays qui dispose du feu nucléaire. Et la réponse qui a été faite par un de ses collaborateurs, Kobiakov, un de nos représentants qui se trouvait à Kazan. I am Sébastien Perimoni, Ria Franzus. I have a question for you. Even if the BRICS are not anti-West, the West is currently anti-BRICS. If this not change, we have a risk of a nuclear war in the conflict occurring in Ukraine and the Middle East and the perpetuation of the sanction. Do you see the potential for activities and success of the BRICS to change the outlook of the Anglo-American elite to participate positively in developing a new security and development architecture, as proposed by Elga Zepp-LaRouche and the Schiller Institute in Europe? Thank you very much. Так мы на это очень надеемся, что они примут участие в выработке, так сказать, мирных инициатив. Наш президент об этом говорит всегда. Вот. И у нас есть даже стратегия ядерного сдерживания. Главное, чтобы Pax American, значит, если будет рушиться, главное, чтобы, так сказать, когда они разрушатся, чтобы под своими обломками нас всех не похоронили. Donc, c'est clair. Et du côté américain, c'est clair aussi que la guerre en Ukraine a fait évoluer les usages. Ce que dit un expert en géopolitique,
c'est le concept de leur non-emploi, le non-emploi des forces nucléaires en premier, ou en riposte, dans un conflit dit conventionnel, classique, de haute intensité, est dépassé. Donc, on commence à penser, du côté américain, que l'emploi potentiel des armées américaines en réplique ou pas pourrait être effectué. C'est-à-dire, ça veut dire en clair, une frappe nucléaire en premier. Donc on est dans cette situation-là. Et les Russes veulent changer, sont en train de changer, ou vont changer leur doctrine en matière d'utilisation du feu nucléaire. Donc c'est une situation beaucoup plus dangereuse, encore plus dangereuse, qu'au moment de la crise des missiles de Cuba. C'est une crise des missiles de Cuba à l'envers. C'était une menace existentielle au moment de la crise des missiles de Cuba pour les États-Unis, et le général de Gaulle tout de suite l'a compris, est intervenu pour les États-Unis étant le premier à les soutenir. Mais aujourd'hui, c'est une crise existentielle pour la Russie, avec les forces de l'OTAN qui, contrairement aux promesses qui avaient été faites à la chute du mur ou après la chute du mur jusqu'en 1992, l'OTAN s'est étendue partout, aux frontières russes, et permet qu'un tir de missile qui serait effectué depuis la Roumanie, la Pologne ou maintenant l'Ukraine, les Russes n'auraient que 5 à 6 minutes pour réagir. Et un système de radar qui ne permette pas de couvrir partout, surtout les attaques si les radars sont attaqués, comme ça a été fait par les Ukrainiens à Armavir ou à Urk. Donc voilà, on en est là. Et on en est là d'un danger militaire en Ukraine, mais c'est encore peut-être plus grave en Asie du Sud-Ouest, parce que Israël opère comme il l'entend, contrairement à toute règle de droit international. Or, Kamala Harris et Donald Trump, toutes soutiennent totalement Israël. Sans les armes américaines et sans les finances américaines, Israël ne pourrait pas opérer. C'est une grenade dégoupillée lancée par les États-Unis au Proche Moyen-Orient. Et, évidemment, Israël non seulement pratique ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité et son génocide à Gaza, mais bafoue la souveraineté nationale du Liban et de la Syrie. Donc, dans ces conditions, face aux frappes iraniennes qui ont frappé Israël et qui ont prouvé que le fameux dôme de fer israélien, le Kippat Barzel, n'était pas un dôme absolument sûr. Donc les Américains veulent fournir des systèmes antimissiles THAAD, de haute altitude. Mais pour cela, il faudra des Américains qui opèrent en Israël. Donc on aura une centaine d'Américains opérant en Israël. De l'autre côté, du côté de l'Iran, les Russes veulent fournir un système bromance BN-EW. Ça veut dire Electronic Warfare, pour la guerre électronique. Mais pour les opérer, de même que s'ils fournissent à l'Iran des missiles Iskander, mais pour opérer ces dispositifs iraniens de riposte, il faudra des experts russes en Iran. Donc on trouvera des experts russes en Iran et des experts américains en Israël, et le risque qu'ils soient touchés. Et alors, que se passera-t-il? Voilà la situation, avec cette évolution des BRICS, et d'un côté, et de l'autre côté, le risque immédiat d'un affrontement qui serait non contrôlé, parce que toujours en politique, il faut tenir compte de la part d'irrationnel. Et cette part d'irrationnel, lorsqu'on joue avec un feu nucléaire, eh bien, nous menace tous. Voilà la situation dont je voulais vous parler, pour qu'on puisse clairement la penser et la définir, alors qu'en France, on assiste à un débat sur toutes les questions du budget, en le découpant en morceaux, en ne constituant pas une unité, en négociant point par point, en multipliant pour les uns les promesses sociales et pour les autres le déchaînement de l'austérité. Les promesses sociales qui savent ne pas pouvoir tenir et l'austérité qui serait destructrice pour notre pays. Donc on voit toute une discussion qui est à côté de la plaque, pour dire les choses comme elles sont, en dehors de la réalité. Et il serait temps que les vraies questions soient mises sur la table. Sans ça, qu'a-t-on aujourd'hui? On a l'avertissement de Moody's à la France. Moody's, l'agent de notation, qui a donné un sursis à Paris. On a maintenu notre note. Tout le monde est obsédé par la note. C'est comme à l'école, pratiquement, lorsqu'elle est mal organisée. On a une note AA2. Eh bien, Moody's a AA2 avec considération négative. Ça fait que par rapport au système financier et monétaire anglo-américain que Moody's représente,
la France se trouve sous le chantage, et chantage européen, puisqu'on est face à un examen de l'Europe, de la Commission, pour budget excessif. Donc, qu'a-t-on à gagner d'être dans ce système-là? Et on le voit, on voit notre industrie en Europe qui s'effondre. Volkswagen et Stellantis, en France et en Allemagne, toute l'industrie automobile, sous une concurrence chinoise qui est plus efficace, toute l'industrie allemande chimique et toute une partie de l'industrie en Allemagne qui pense à se replacer aux États-Unis, parce que les États-Unis ont un système protectionniste, ils ont l'Inflation Reduction Act, ils ont aussi une deuxième loi, ça c'est la première loi, une deuxième loi qui est sur les puces et les composants numériques. Donc il y a un système ultra protecteur. Même TSM qui est à Taïwan, maintenant regarde avec, disons, inquiétude les États-Unis essayer de faire réimplanter aux États-Unis toute une partie de l'industrie électronique qui auparavant était à Taïwan. Donc on s'aperçoit qu'il y a un système qui se centralise autour d'une puissance qui est financière, qui est oligarchique, et qui a pour elle le réarmement, une politique de guerre, parce que c'est le lien entre le numérique et toute l'industrie militaire qui tire ce qui reste de l'économie américaine. Ce n'est pas une économie en profondeur au bénéfice du peuple américain. Donc c'est une situation très grave. Et dans le reste du monde, deux choses. Comme aux États-Unis, réarmement, on a un réarmement partout, et en même temps, effondrement démographique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'enfants qui permettront aux générations futures d'avoir un travail de gens qui contestent le système, qui rendent un monde meilleur, qui pensent en termes d'avenir, qui pensent avec les yeux du futur. Cette chute démographique, c'est vraiment le signe d'une culture de la mort qui se développe dans le monde. Donc si on ajoute la question financière, la question militaire et cette question démographique, on voit l'ampleur de la crise. Et on voit les gens qui racontent n'importe quoi. Par exemple, Monsieur le Président, expliquez-nous, une déclaration en France, signée par Michel Onfray, Luc Ferry et Pascal Bruckner et bien d'autres, prenant le soutien de Netanyahou. Enfin, on croit rêver. On va aussi vers une situation très tendue dans le domaine agricole. Les agriculteurs peuvent se rebeller à tout moment avec les injustices qui leur sont faites. Donc on se trouve dans un système qui est en train de se tirer des balles dans les pieds et bientôt dans la tête. C'est un système qui ne marche pas. Donc il faut penser à un ordre supérieur. Et nous, en France, nous nous battons pour cela en présentant une menace de guerre nucléaire, interpellant les élus sur la menace de guerre nucléaire. Disons-le franchement, il faut interpeller nos élus. Et nous demandons de leur dire qu'une France digne de son histoire doit coopérer avec le plan de paix en 6 points de la Chine et du Brésil, en ce qui concerne l'Ukraine, mais aussi de coopérer avec notre plan Oasis au Proche et Moyen-Orient, qui est un plan de développement mutuel dans lequel Israéliens et Palestiniens bénéficieraient, en reconnaissant un État palestinien, bien sûr, tout de suite, et en assurant que ce plan soit un partage des ressources en eau, permette une industrie commune et fasse de cette région du monde pas un conflit chiite contre sunnites, chiites et sunnites contre juifs, juifs contre... Non, soit une politique d'union et de développement mutuel, qui était celle voulue par tous les gens qui se sont vraiment, et qui est voulue encore aujourd'hui, par tous les gens qui ont le souci vraiment de leur peuple, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Alors, cette reconnaissance d'un État palestinien est nécessaire, sans ça, c'est un État israélien sans État en face, donc il faut un État en face, et il faut une politique comme celle des annexes d'Oslo, mais allant beaucoup plus loin, qui soit une politique, comme c'était dans les annexes, avec une série de plans économiques, mais cette fois-ci soit fait, soit appliqué. Et c'est notre plan Oasis de développement mutuel pour le Proche et Moyen-Orient. Il y a déjà quelques experts israéliens et palestiniens qui travaillent ensemble à cela, mais ils ne peuvent pas s'exprimer, tellement la situation créée par Netanyahou et sa bande de voyous messianiques
à créer l'impossibilité de dialogue pour l'instant. Mais c'est là que tous les pays qui sont extérieurs à ce conflit doivent peser dans le sens d'une solution qui soit au bénéfice de tous. Et c'est notre combat dans notre coalition internationale pour la paix, que nous réunissons tous les vendredis à 17h dans le monde entier, avec 400 ou 500 personnes qui réfléchissent à organiser les manifestations pour la paix dans la situation d'urgence aujourd'hui. C'est aussi en France notre politique d'examiner désormais les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Ceux-ci sont disponibles dans les archives départementaux, et tout un travail d'examen de ces archives départementaux, auquel je vous appelle tous à faire, vous montrera qu'il y a en puissance, là aussi, c'est une dynamique, ce n'est pas des solutions toutes faites et établies, mais c'est une dynamique, c'est un processus, comme celui des BRICS. Vous y trouvez des programmes plus intéressants que ceux des partis politiques établis aujourd'hui. Parce que ce qu'exigent ces cahiers de doléances, c'est d'abord la justice sociale, puis ensuite c'est une politique réelle que j'ai toujours défendue pour ma part, de participation aux décisions, pas seulement de participation sous forme de miettes distribuées, pas du tout. Ça, c'est l'hypocrisie. Politique de participation aux décisions dans tous les domaines, du secteur public comme du secteur privé. Et une politique, évidemment, de réhabilitation et de redéveloppement du secteur public. Alors, dans ces conditions, je reviens aux saints et aux sages. Si l'on retrouve l'idéal, qu'est-ce que c'est? C'est penser que l'homme est naturellement bon, porté au bien, et que toute son histoire en témoigne. La préhistoire, on avait un potentiel de population de quelques millions, peut-être dizaines de millions d'êtres humains. Maintenant, nous sommes plus de 8 milliards. Donc, c'est que nous avons fait quelque chose qui permet de développer l'univers, dont on doit en même temps prendre soin davantage, bien entendu. Et une condition de ce développement, c'est prendre soin les uns des autres et prendre soin de la nature dans laquelle nous opérons. Mais dans le contexte d'un développement qui nous permettra d'aller toujours plus loin, comme on est allé toujours plus loin sur Terre, d'aller maintenant toujours plus loin, là où l'être humain est capable de connaître et de comprendre ce qui existe. Je veux parler bien sûr de l'espace, on en a parlé à plusieurs reprises, mais on ne pourra jamais aller dans l'espace que si on établit la justice sur Terre. Il n'est pas possible d'aller dans l'espace, comme le voudrait Elon Musk ou un Jeff Bezos, sans avoir une politique sur Terre organisée pour aller là-bas, pour aller plus loin. Donc c'est la politique de développement mutuel qui vaut dans l'espace comme elle vaut sur Terre. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'ont accompli les BRICS, eh bien nous pouvons dire merci. Nous pouvons dire merci parce que c'est un premier pas, mais c'est un pas essentiel pour l'humanité, un peu comme le premier pas qu'avait réussi l'astronaute américain sur la Lune. Et je dois dire, ça m'est un souvenir particulièrement cher, parce que j'étais élève à l'École nationale d'administration, mais je ne suivais pas tout à fait la règle du jeu, même pas du tout. J'étais à Alger pour la grande fête des peuples. J'étais là-bas. Juillet 1969. Et le premier pas sur la Lune, je l'ai vu mal couché sur un amphithéâtre de l'université d'Alger, après avoir participé aux manifestations, qui étaient les manifestations des pays en développement, comme on disait à l'époque, la majorité mondiale, qui se dessinait déjà là. Eh bien, je veux retrouver cet élan, et je pense qu'il doit être partagé par nous tous, avec un optimisme créateur, pas un optimisme béat, un optimisme créateur qui pense que la guerre, le mal suprême, la destruction des hommes par des hommes, n'apparaît que lorsqu'on ne fait pas le bien, lorsqu'on ne bâtit pas la paix. Pour revenir à cette citation de Tolstoï, lorsqu'on ne refait pas la paix sur Terre, en s'en donnant les moyens et en jouant sur les capacités créatrices de l'être humain. Donc, nous tenons des conférences sur ce sujet, mais aussi des actions, et je vous demande de vous joindre à ce que nous faisons pour y apporter des éléments nouveaux, pour le permettre de vivre. Et je ne vous dis pas pour cela d'abandonner telle ou telle chose que vous faites, et qui est tout à fait sans doute justifiée, mais de donner un surplus
un au-delà, comme le saint et le sage sont prêts à le faire, dans ces circonstances internationales actuelles où le risque est grand, très grand, et où l'espérance apparaît avec les BRICS. Merci. Alors, il y a eu Lyndon LaRouche, mon ami américain. C'est lorsque je l'ai rencontré que j'ai compris que se mettait en place un mouvement qui, dans un sens, allait dans la même direction que celle des BRICS aujourd'hui. Parce que disait Lyndon LaRouche? Il disait qu'il y avait une oligarchie financière qui dominait les pays occidentaux, qu'il était très grave qu'on ait créé un Far West financier le 15 août 1971, en découplant le dollar de l'or, et que, à partir de ce moment, on allait vers ce qu'à l'époque il appelait un fascisme militaro-financier qui se mettait en place. Et il se mettait en place parce que on crée un monde dans lequel l'absence de règles, l'absence de lois, si c'est des règles qu'on avait fait soi-même, mais dans les pays occidentaux, mais qu'on trahissait. Même qui faisait les règles les trahissait. Lyndon LaRouche a dit il faut un autre ordre des choses. Une banque internationale pour le développement qui permette d'assurer des crédits, de donner des crédits aux pays qui, dans le monde entier, se développent. Et il avait travaillé ça avec Fred Wills, qui était le ministre des Affaires étrangères du Guyana, qu'il a présenté en 1976 à la réunion de Colombo. Donc, il y avait toute une série de gens qui se battaient pour cela. On l'a vu à leur façon. Indira Gandhi, à sa façon, Ali Bhutto, à sa façon des dirigeants africains, comme Patrice Lumumba. Eh bien, ils ont été assassinés. Et Lyndon LaRouche a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un soutien suffisant de ceux qui ne voulaient pas voir la réalité qui se mettait en place. Et aujourd'hui, je dirais, il est particulièrement temps, en hommage de leur histoire et de ce qu'ils ont fait, de se réveiller, de se mobiliser et de se battre pour une paix, pour une vraie paix, une paix par le développement mutuel, par une nouvelle architecture internationale de développement mutuel et de sécurité. Et que l'on pense que ce soit dans l'intérêt de chaque nation et aussi de chacun des membres de chaque nation, c'est-à-dire que ce soit un système réellement républicain, car la République, c'est quelque chose qui considère chacun comme un citoyen et quelque chose qui fait que chacun de ces citoyens participe au bien commun, et c'est cela la paix.